Chapitre 1, l'humiliation. La Lamborghini Huracan dorée brillait sous les lumières du Valet de Château-Noir, le restaurant le plus exclusif de la ville. Mario Behr, vêtu de son simple costume noir, regardait sa femme, Jasmine, rire avec son père alors qu'ils approchaient de l'entrée. Gerald McCarthy, magnate du pétrole et milliardaire autodidacte, faisait teinter ses clés avec l'arrogance désinvolte d'un homme à qui on n'avait jamais dit non. Le père riche de ma femme m'a jeté ses clés de voiture. Va garer ma Limbo, mon garçon. C'est le plus proche que tu puisses trouver. Gerald ricana, son visage buriné se tordant d'amusement. Les clés heurtèrent la poitrine de Mario et tombèrent au sol avec un bruit métallique. Jasmine Behr, surnommée McCarthy, se couvrit la bouche en riant. Fais attention, chérie. Il pourrait la rayer. Sa robe émeraude scintilla tandis qu'elle se tournait pour suivre son père vers les portes en acajou. Tu sais comme tu peux être maladroit. Mario se pencha lentement pour récupérer les clés, la mâchoire serrée. 3 ans de mariage, et elle le traitait toujours comme l'ouvrier du bâtiment en difficulté rencontré à un gala de charité. Ce qu'elle ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Mario Bird était parti de rien pour bâtir un empire de 200 millions de dollars. Il avait caché sa fortune, utilisant des sociétés écrans et des fonds fiduciaires, observant et attendant. Le gérant, un homme mince nommé Albert Hanna, se précipita vers Gerald et Jasmine alors qu'ils atteignaient l'entrée. « Attendez une minute », cria Albert, sa voix portant à travers le parking. « Notre propriétaire arrive », Gerald marqua une pause, ajustant sa cravate. Il était temps. « J'attends cette réservation depuis 3 mois. » Puis Mario entra par la porte principale, après s'être glissé par l'entrée du personnel. La transformation fut immédiate. Le mari soumis avait disparu. À sa place se tenait un homme qui imposait le respect, dont la présence emplissait la pièce. Albert s'inclina légèrement à l'approche de Mario. « Monsieur Behr, » dit Albert d'un ton solennel. « Votre table est prête, monsieur. » Gerald et Jasmine pâlirent comme neige fraîche. Les clés de la Lamborghini pesaient lourd dans la main de Mario, qui souriait froidement à sa femme et à son beau-père. « Bienvenue à Château-Noir, » dit Mario d'une voix autoritaire. Je crois que vous avez une réservation sous McCarthy. La bouche de Gerald s'ouvrit et se referma comme un poisson en manque d'air. Le visage de Jasmine se vida de ses couleurs, sa robe émeraude semblant soudain trop éclatante sur son teint pâle. Aïe, commença Gerald. Comment quoi, interrompit Mario en s'approchant. Comment le garçon que vous venez d'humilier peut-il posséder le restaurant dans lequel vous mourrez d'envie d'entrer? Comment l'homme que vous traitez comme un employé a-t-il assez d'argent pour racheter 3 fois votre compagnie pétrolière? L'histoire était simple mais brutale. Mario avait grandi dans un foyer d'accueil après la mort de ses parents dans un accident de voiture à l'âge de 8 ans. À 16 ans, il vivait dans la rue. À 21 ans, il avait monté sa première entreprise de construction avec des outils empruntés et une détermination sans faille. À 25 ans, il possédait la moitié des biens immobiliers commerciaux de la ville. Il avait appris très tôt que les gens se révélaient lorsqu'ils pensaient qu'on était inférieur à eux. Jasmine était différente à l'époque, du moins c'est ce qu'il pensait. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée caritative pour les jeunes sans-abri. Ironique, car elle le regardait maintenant comme un étranger. Elle était bénévole. Il était l'orateur invité. Elle semblait sincère, intéressée par son histoire. Ils étaient sortis ensemble pendant 2 ans avant de se marier lors d'une simple cérémonie. Mario avait caché sa fortune, voulant s'assurer que son amour était sincère. En voyant son visage alterner entre le choc, la confusion et une expression plus sombre, il réalisa qu'il avait été idiot. Mario, la voix de Jasmine était à peine un murmure. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Demanda Mario en jetant les clés de Gerald au voiturier. Tu vis dans le mensonge depuis 3 ans? Tous les deux. Le visage de Gerald s'éclaira. Laissez-nous réfléchir. Je vais vous laisser me montrer qui vous êtes. Mario l'interrompit. Et maintenant, je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. À l'intérieur du restaurant, Mario les conduisit dans une salle à manger privée. Les murs étaient tapissés de photos de Mario en compagnie de sénateurs, de célébrités et de magnats des affaires. Des récompenses et des certificats à son nom couvraient un mur entier. Depuis combien de temps? Demanda Gerald en s'enfonçant dans son fauteuil. Depuis combien de temps suis-je riche? Mario se servit un verre de vin, laissant ses invités les mains vides. Depuis avant de rencontrer ta fille? Depuis combien de temps suis-je au courant de sa liaison avec Shawn Vargas?
3 mois. Depuis combien de temps planifie-je la suite? 3 mois et 1 jour. La fourchette de Jasmine heurta son assiette avec fracas. Tu sais pour Shaun? Je sais tout de Shaun. Je sais que c'est l'associé de Gérald, mon fils. Je sais qu'il t'a promis une vie que ton pauvre mari ne pourrait jamais t'offrir. Je sais que tu le retrouves à l'hôtel Meridia tous les mardis et vendredis après-midi. Chambre 247. Le silence était tendu comme un fil, prêt à rompre. Je sais qu'il te raconte des mensonges sur son départ de sa femme, sur votre départ pour un pays exotique. Ce que tu ignores, c'est que Terry, la femme de Shaun, est la fille de mon associé. Le monde est petit, n'est-ce pas? Gérald se pencha en avant. Que veux-tu? Mario sourit, et c'était l'expression la plus froide qu'ils aient jamais vue. Je veux que tu comprennes que le jeu a changé. Vous n'êtes plus les joueurs. Vous êtes les pièces du puzzle. Tandis qu'ils étaient assis dans un silence stupéfait, Mario s'excusa pour téléphoner. Dans un couloir, il composa un numéro qu'il avait mémorisé mais jamais utilisé. Dwight, c'est Mario. Oui, il est temps de commencer. Chapitre 2. La découverte. La liaison avait commencé 4 mois plus tôt, mais Mario était au courant depuis 3 mois et 6 jours. Il se souvenait de ce moment précis car c'était la première fois de sa vie d'adulte qu'il se sentait complètement impuissant. Il était rentré tôt d'un voyage d'affaires pour surprendre Jasmine, apportant des fleurs et un bracelet en diamant valant plus cher que la plupart des voitures. La maison était silencieuse, mais sa voiture était garée dans l'allée. Il avait monté les escaliers, imaginant déjà son sourire à la vue du cadeau. Au lieu de cela, il les avait entendus à travers la porte de la chambre. Quand vas-tu le quitter? La voix de Shaun Vargas résonnait à travers les murs fins de leur modeste demeure. Un autre mensonge que Mario. Rien à part les vêtements sur le dos et les accusations criminelles contre lui. Mais avant que cela ne se produise, il a eu une dernière conversation à conduire. Le quartier psychiatrique de l'hôpital métropolitain a été fortement sécurisé, mais Mario rendait visite aux patients dans divers hôpitaux depuis des années grâce à sa fondation caritative. Un suir exigeant seulement un appel téléphonique à l'administrateur de nuit. Monsieur Baer, a déclaré le docteur Angelina Valdez, le psychiatre traitant. Je dois dire que je suis surpris de vous voir ici. Comment est-elle stable? La tentative de suicide était grave. Elle serait morte si sa mère ne l'avait pas trouvée. Mais elle répond bien au traitement. Puis-je la voir? Le docteur Valdez a hésité. Cela dépend. Êtes-vous ici en tant que mari ou comme l'homme qui a systématiquement détruit sa vie la semaine dernière? Les deux, je suppose. Elle est très fragile en ce moment. Si vous êtes ici pour causer plus de dégâts, je suis ici pour y mettre fin. Le docteur Valdez a étudié le visage de Mario pendant un long moment, puis a hoché la tête. Salle 3h14. 10 minutes seulement. Jasmine avait l'air plus petite que Mario se souvient, assise près de la fenêtre dans une robe d'hôpital avec ses cheveux tirés en arrière et aucun maquillage. Elle s'est tournée quand il est entré et son expression a parcouru le choc, la peur et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Mario, pourquoi es-tu ici? Je suis venu vous dire quelque chose d'important. Il était assis sur la chaise en face de son lit. En environ 5 heures, les agents fédéraux m'arrêteront pour complot, fraude et douzaines d'autres accusations. Je passerai probablement les 10 prochaines années en prison. Je ne comprends pas. J'ai fabriqué des preuves pour détruire les affaires de votre père. J'ai embauché des hommes pour battre Shaun. J'ai créé de faux dossiers de dette et un faux témoignage de témoins. J'ai commis plusieurs fédéraux crimes. Et maintenant, je vais faire face aux conséquences. Jasmine le regarda en silence. Mais avant d'aller en prison, Mario a poursuivi, je voulais que vous sachiez que vous allez être financièrement en sécurité. Tout ce que je possède, chaque entreprise, chaque propriété, chaque investissement est transféré dans un fonds en fiducie en votre nom. Je ne veux pas de ton argent. Il ne s'agit pas de ce que vous voulez. Il s'agit de ce dont vous avez besoin. Vous aurez assez pour prendre soin de votre mère, pour aider votre père à reconstruire sa vie, à payer les dépenses médicales de Shaun si vous le souhaitez. Pourquoi feriez-vous cela? Mario regarda par la fenêtre le lever du soleil commençant à peindre le ciel. Parce que j'ai réalisé quelque chose hier soir. L'homme dont vous êtes tombé amoureux il y a 3 ans. Celui qui vous a raconté des histoires sur la croissance en famille d'accueil et les emplois de construction. Il était réel.
Il était juste plus riche que vous ne le saviez. Mario, l'homme que vous avez trompé, celui qui a caché sa richesse et testé votre amour. C'était un imposteur. Je l'ai créé parce que j'avais peur que vous ne puissiez pas aimer le vrai moi. Le réel vous. Un homme qui a grandi en croyant que tout le monde finirait par l'abandonner. Un homme tellement terrifié d'être blessé qu'il a d'abord blessé tout le monde. Un homme qui a passé des mois à planifier une vengeance élaborée parce qu'il ne pouvait pas faire face à la simple vérité que son mariage a échoué parce qu'il n'avait jamais suffisamment fait confiance à sa femme pour être honnête avec elle. Jasmine essuya les larmes de ses yeux. Je t'aimais, la personne, pas l'argent. Je suis tombé amoureux de vos histoires, de vos rêves, de votre détermination. Je suis tombé amoureux de l'homme qui est venu de rien et a construit quelque chose de significatif. Mais vous êtes tombé amoureux quand les choses sont devenues difficiles. Je suis tombé amoureux quand j'ai commencé à me sentir comme si je ne t'étais pas suffisant. Comme si vous vous contentiez pour moi parce que vous pensiez que vous ne pouviez pas faire mieux. Ce n'est pas vrai, non? Vous ne m'avez jamais parlé de votre vraie vie, de vos vrais amis, de vos vrais intérêts. Vous avez joué un rôle pendant 3 ans, et je n'étais qu'un accessoire dans votre performance. Mario s'est rendu compte qu'elle avait raison. Il avait été tellement concentré sur le test de son amour qu'il ne lui avait jamais donné la chance d'aimer le vrai lui. J'ai fait beaucoup d'erreurs, a-t-il admis. Nous l'avons fait tous les deux. La différence est que mes erreurs ont détruit la vie des gens et mes erreurs ont détruit notre mariage. Ils se sont assis en silence. Regardaient le soleil se lever sur la ville qu'ils avaient tous deux appelée à la maison pendant 3 ans sans jamais vraiment se connaître. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Jasmine. Maintenant, je vais en prison, et vous recommencez avec de l'argent cette fois, mais sans être marié à un homme qui ne sait faire confiance à personne. Je ne veux recommencer. Je veux comprendre comment réparer ce que nous avons brisé. Mario souriant tristement. Les cachettes sont vraiment sa propre prison. Et si vous voulez aider Shaun à récupérer, l'argent sera là. Mario, attendez. Il s'arrêta à la porte. Dans 10 ans, lorsque vous sortez de prison, voudriez-vous prendre un café un jour pour voir qui nous sommes devenus? Mario a regardé la femme qu'il avait aimée et trahie et détruite et sauvée tout en une seule semaine. Demandez-moi dans 10 ans, a-t-il dit. Peut-être que d'ici là, je saurai comment répondre à cette question. Alors que Mario traversait les couloirs de l'hôpital vers la sortie, son téléphone a bourdonné des mises à jour des systèmes automatisés qu'il avait mis en mouvement. Les actifs de Gérald n'étaient pas à décrire. La confiance médicale de Shaun était en cours de création. L'héritage de Jasmine était en cours de finalisation. Au moment où les agents fédéraux sont arrivés dans son Penthouse, Mario ne lui restait plus rien d'autre que la vérité sur ce qu'il avait fait et pourquoi il l'avait fait. À l'extérieur de l'hôpital, le soleil était complètement levé et la ville prenait vie. Mario a traversé les rues qu'il avait conquises et était sur le point de perdre, en pensant au choix qu'il avait amené à ce moment. Il avait commencé cette semaine comme un homme avec tout, la richesse, le pouvoir et une femme qu'il pensait l'aimer. Il le terminait en tant qu'homme sans rien, sauf la connaissance que certaines victoires coûtent plus cher qu'elles ne valent. Son téléphone a sonné une dernière fois. Le nom de Wilson est apparu à l'écran. Ils emménagent, a rapporté Wilson. 5 minutes. Bon. Mario a dit, il est temps. Des regrets. Mario a pensé à Jasmine dans son lit d'hôpital, à propos de Gérald apprenant à vivre sans son empire. À propos de Shaun confronté à la récupération et à la rédemption. Demandez-moi dans 10 ans, a-t-il dit, et a raccroché. Le téléphone. La phase finale de la vengeance de Mario Bert a été terminée. Il a détruit ses ennemis et lui-même avec une efficacité égale. Maintenant est venue la partie la plus difficile, apprendre à vivre avec les conséquences. Chapitre 8, confrontation finale. Le palais de justice fédérale était une forteresse de granit et de verre qui avait été témoin de la chute des politiciens corrompus, des patrons du crime organisé et des criminels de col blanc depuis plus de 50 ans. Par un matin gris d'octobre, cela ajouterait Mario Bert à cette liste. Le cirque médiatique à l'extérieur était spectaculaire. Des vents news ont bordé la rue. Les journalistes ont crié des questions à toute personne entrant dans le bâtiment et les manifestants ont tenu des pancartes appelant à la justice. L'histoire de l'homme d'affaires riche qui avait orchestré une vengeance élaborée contre sa femme tricheuse et sa famille avait attiré l'attention nationale. À l'intérieur du palais de justice, Mario était assis à la table de l'accusé portant une combinaison orange qui le marquait comme un homme qui était tombé des hauteurs les plus élevées aux profondeurs les plus basses. Son avocat,
un défenseur public du nom de Mike Herring, a traversé des papiers avec l'expression résignée d'un homme qui savait que son client était coupable de tout ce dont le gouvernement l'a accusé. Dernière chance de considérer un accord de plaidoyer, chuchota Mike. Le procureur est disposé à accepter 15 ans si vous allouez à toutes les accusations. Non, dit doucement Mario. Je veux un procès. Mario, tu avoues tout. Vous avez fourni les preuves contre vous-même. Il n'y a pas de défense ici. Il n'a pas besoin de défense. Je veux juste que toute l'histoire raconte. Dans la galerie derrière lui, Mario pouvait voir les visages de tout le monde que ses actions avaient affecté. Gerald McCarthy s'est assis au premier rang, l'air plus âgé, mais en quelque sorte plus solide que lui avant de perdre sa fortune. Lynn Wade McCarthy était assise à côté de lui, tenant la main de sa fille. Jasmine était là, libérée de l'hôpital, mais toujours pâle et fragile. Elle portait une simple robe noire et garda les yeux fixés sur ses mains, comme si regarder Mario provoquerait des douleurs physiques. Shawn Vargas était assis dans un fauteuil roulant près de l'arrière, ses jambes toujours en casting, mais ses yeux clairs et concentrés. À côté de lui, Terry Osborne, maintenant Terry Sears, après avoir récupéré son nom de jeune fille après la finalisation du divorce. L'affaire de l'accusation était dévastatrice dans sa minutie. Le procureur fédéral Brandon Bullock a méthodiquement présenté chaque élément de la complot de Mario à partir des preuves environnementales fabriquées à l'assaut orchestré sur Shawn Vargas. Mesdames et messieurs du jury, a déclaré Bullock dans sa déclaration d'ouverture, cette affaire concerne un homme qui possédait une immense richesse et pouvoir et qui a utilisé les deux pour détruire systématiquement la vie de personnes qui lui avaient fait du tort. Le défendeur n'a pas simplement cherché la justice. Les accords de préfabriqués qui avaient conduit à Shawn. Des scénarios conçus pour causer un maximum de dommages à leur vie et à leur réputation. Revenge? Revenge, a répondu Wiggins sans hésitation. La justice implique le système juridique et les conséquences proportionnelles. C'était une destruction personnelle réalisée avec des méthodes criminelles. Quand est venu le temps de la défense, Mike Herring a appelé un seul témoin, Mario lui-même. Monsieur Baer, Herring a commencé, vous avez avoué la complot, la fraude et les autres délits fédéraux. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui au lieu d'accepter un accord de plaidoyer? Parce que je veux que les gens comprennent ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est produit. Parlez au jury de votre enfance. Mario a décrit en grandissant dans le système d'accueil, l'abandon et les abus qu'il avait endurés et les leçons qu'il avait apprises sur la survie et la confiance. Il a parlé de construire sa fortune par la détermination et le sacrifice, et de rencontrer le jasmin à un moment où il pensait qu'il avait finalement trouvé quelqu'un qui pourrait l'aimer pour qui il était. Pourquoi avez-vous caché votre richesse à votre femme? Parce que je voulais savoir si elle pouvait aimer Mario la personne au lieu de Mario le compte bancaire. J'avais vu trop de relations où l'argent était la véritable attraction. Et quand vous avez découvert l'affaire, j'avais l'impression que tout ce que j'avais craint dans les relations s'était réalisé. Que les gens choisissent toujours quelqu'un de mieux quand ils avaient la possibilité. Vous avez donc décidé de vous venger. J'ai décidé de leur montrer à quoi ressemblaient les conséquences. Gerald m'a humilié parce qu'il pensait que j'étais pauvre. Shawn a séduit ma femme parce qu'il pensait que j'étais faible. Jasmine m'a trahi parce qu'elle pensait que je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle voulait. Je voulais qu'il comprenne qu'il m'avait mal jugé. Regrettez-vous ce que vous avez fait? Mario regarda la galerie, rencontrant les yeux de chaque personne que ses actions avaient affectée. Je regrette que les innocents soient blessés. Je regrette que mes employés de Fortress Solutions aient perdu leur emploi. Je regrette que Jasmine soit tellement consommée par la culpabilité qu'elle a essayé de se suicider. Mais regrettez-vous de se venger des personnes qui vous ont fait du tort? Non, dit Mario simplement. Je regrette d'avoir pensé que c'était nécessaire. Le contre-interrogatoire du procureur était brutal et efficace. Monsieur Baer, vous avez déclaré que vous vouliez que les gens comprennent les conséquences. Parlons de ces conséquences. Gerald McCarthy a perdu son entreprise et a presque perdu ses économies. Était-ce une réponse proportionnelle à lui qui vous traitait irrespectueusement dans un restaurant? Non. Shawn Vargas a subi de graves blessures qui l'affecteront pour le reste de sa vie. Était-ce une réponse proportionnelle à lui avoir une liaison avec votre femme? Non. Votre femme a tenté de se suicider à cause de la culpabilité et de la honte que vous lui avez fait ressentir. Était-ce une réponse proportionnelle à son infidélité? Non. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Mario était calme pendant un long moment. Parce que je pouvais.
Parce que j'avais le pouvoir de les détruire et je me suis convaincu qu'ils le méritaient. Et maintenant, croyez-vous toujours qu'ils méritent ce que vous leur avez fait? Je crois qu'ils méritent les conséquences de leurs actions. Je ne crois pas qu'ils méritent les conséquences spécifiques que j'ai choisi d'imposer. Quelle est la différence? La différence est que les conséquences devraient enseigner les leçons et promouvoir la justice. Ce que j'ai fait, c'est une punition conçue pour satisfaire ma propre colère. Donc, vous admettez que vos actions étaient motivées par la vengeance plutôt que par la justice. Oui. Et vous admettez que vous avez utilisé votre richesse et votre pouvoir pour nuire aux personnes qui étaient plus faibles que vous? Oui. Pas d'autres questions. Lors des clôtures des arguments, le procureur a dépeint Mario comme un homme dangereux dont la richesse lui avait permis d'agir en tant que juge, jury et bourreau dans sa propre vendetta personnelle. L'accusé veut que vous vous sentiez désolé pour lui parce qu'il a eu une enfance difficile et parce que sa femme l'a trompé. Mais des millions de personnes ont des enfances et des trahisons difficiles dans leur mariage. Ils ne répondent pas en orchestrant des complots criminels élaborés pour détruire les personnes qui les ont blessés. L'argument de clôture de la défense était simple et direct. Mario Bert a fait des choses terribles pour des raisons compréhensibles. Il ne demande pas votre sympathie ou votre pardon. Il demande votre compréhension. C'est un homme qui a construit quelque chose de significatif à partir de rien, qui a ouvert son cœur à quelqu'un en qui il pensait pouvoir avoir confiance, et qui a découvert que la confiance était déplacée. Sa réponse était fausse, mais sa douleur était réelle. Le jury a délibéré pendant 3 heures. À leur retour, les 4 femmes se sont levées et ont lu le verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge Nathaniel Aguilar a prévu une condamnation pour la semaine suivante, mais il s'est adressé directement à Mario avant de rejeter le tribunal. Monsieur Bert, j'ai vu beaucoup de défendeurs criminels dans ma salle d'audience au fil des ans. La plupart d'entre eux essaient de justifier leurs actions ou de minimiser leurs responsabilités. Vous n'avez fait aucune de ces choses. Vous avez accepté l'entière responsabilité de vos crimes et montré de véritables remords pour le préjudice causé. Cependant, l'acceptation de la responsabilité n'élimine pas la gravité de ce que vous avez fait. Vous avez utilisé vos ressources considérables pour détruire systématiquement plusieurs vies parce que vos sentiments ont été blessés. Ce type d'abus de pouvoir ne peut être toléré dans une société civilisée. Le juge s'arrêta, regardant directement Mario. J'espère que lorsque vous sortirez de prison, vous utiliserez votre intelligence et votre détermination pour quelque chose de plus constructif que la vengeance. Alors que les beffs mettaient Mario de loin dans les menottes, il a regardé en arrière une dernière fois à la galerie. Gérald McCarthy le regardait avec une expression qui aurait pu être le respect. Shawn Vargas parlait tranquillement à son physiothérapeute de sa chronologie de récupération. Jasmine a rencontré ses yeux à travers la salle d'audience et a mis en bouche 2 mots, merci. Mario n'était pas sûr de ce pourquoi elle le remerciait. L'argent qu'il lui avait laissé, la confession qui avait mis fin à leur tourment mutuel, ou aux leçons qu'ils avaient à la fois apprises sur le prix de la tromperie et de la trahison. Peut-être que cela n'avait pas d'importance. Certaines conversations étaient de toute façon trop complexes pour les mots. Alors que les portes de la salle d'audience se refermaient derrière lui, Mario Bert a commencé la prochaine phase de sa vie. Apprendre à vivre avec les conséquences des choix qui avaient semblé si clairs quand il les planifiait, et si compliqués maintenant qu'ils étaient irréversibles. L'homme qui avait autrefois contrôlé tout était sur le point de découvrir ce que cela signifiait de ne contrôler rien, sauf sa propre réponse aux circonstances qu'il avait créées. Ce serait la leçon la plus difficile de sa vie. Chapitre 9. Conclusion brutale. 22 mois plus tard, Mario s'est assis dans la salle de visite de la Federal Correctional Institution Oakdale, une prison de sécurité moyenne en Louisiane, où les criminels de col blanc purgent leur peine aux côtés de trafiquants de drogue et de voleurs de banque. Il s'attendait à cette visite depuis des semaines, depuis que Jasmine avait écrit pour lui dire qu'elle venait. Elle avait l'air différente, plus forte, plus confiante, portant des vêtements qui suggéraient une stabilité financière mais pas de l'ostentation. Ses cheveux étaient plus courts et il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'avait pas été là pendant leur mariage. Otto Nuage. Tu as l'air bien, dit Mario en s'asseyant en face de lui à la table en métal. La prison vous convient, répondit-elle en étudiant son visage. Vous ressemblez plus à l'homme que je pensais épouser. C'est drôle comment perdre tout peut clarifier votre point de vue. Ils se sont assis dans un silence inconfortable pendant un moment. 2 personnes qui avaient autrefois partagé un lit et une vie maintenant séparées par plus que la table entre eux. Comment va ton père? Demanda Mario. Mort, dit Jasmine simplement.
Le visage de Mario est devenu blanc. Quoi? Crise cardiaque il y a 6 mois. Le stress de tout perdre. La honte du scandale, la culpabilité de la façon dont il vous a traité. Tout l'a rattrapé. Je suis désolé, Mario a dit et le pensait. Êtes-vous? Parce que c'est ce que vous vouliez, non? Nous avons tous détruit. Nous payons tout ce que nous vous avons fait. Non, je n'ai jamais voulu que Gérald meure. Mais vous n'êtes pas surpris qu'il l'a fait. Mario baissa les yeux sur ses mains, qui avaient autrefois signé des chèques d'une valeur de millions et appartenaient maintenant à un homme dont le monde entier était composé d'une cellule de 6x8 pieds. Comment la gestion de ta mère? L'argent que vous m'avez laissé a été suffisant pour prendre soin d'elle, pour payer les funérailles de papa, pour aider Shaun avec ses factures médicales. Vous aidez Shaun. J'aide Shaun parce que c'est ce que font les gens décents quand quelqu'un souffre, même si quelqu'un lui a fait du mal. Le jugement dans sa voix était clair et Mario l'a ressenti comme un coup physique. Parlez-moi de Shaun, a-t-il dit. Il ne marchera plus jamais normalement. Les coups que vous avez arrangés ont endommagé sa colonne vertébrale. Il utilise une canne maintenant, et il aura besoin d'une intervention chirurgicale pour le reste de sa vie. Et sa famille, son père est décédé dans la prison fédérale il y a 8 mois. Suicide. Brian Wolf n'a pas pu gérer la honte des charges environnementales et de la ruine financière. Une autre mort. Une autre conséquence que Mario n'avait pas voulu mais aurait dû prévoir. La mère de Shaun a déménagé en Floride pour vivre avec sa sœur. Jasmine a continué. Sa sœur Kelly a perdu sa maison lorsque l'entreprise familiale s'est effondrée. Ses enfants ont dû changer d'école, ont perdu leurs amis, ont recommencé dans un autre état. Vous êtes ici pour me faire sentir coupable. Je suis ici pour vous faire comprendre ce que votre vengeance coûte vraiment. Jasmine a sorti un dossier et l'a placé sur la table entre eux. Ce sont les conséquences que vous n'avez pas prévues, a-t-elle déclaré. 37 employés de Solutions Fortress qui ont perdu leur emploi lorsque votre entreprise a été fermée. 14 familles qui ont perdu leur maison. 6 enfants qui ne pouvaient pas aller à l'université parce que les économies de leurs parents ont été anéanties. Elle a ouvert le dossier pour révéler des photographies et des documents. Voici Martinez Rodriguez. Il a travaillé la sécurité pour vous pendant 3 ans. Lorsque les solutions de Forteresse se sont effondrées, il n'a pas pu trouver un autre emploi en raison de l'enquête criminelle. Sa femme l'a quitté, a pris leurs 2 enfants. Il est sans abri depuis 8 mois. Mario regarda la photo d'un homme dont il se souvenait comme dévoué et professionnel. Voici Elvira Davison. Elle était comptable pour l'une de vos sociétés d'espionnage. Lorsque l'enquête du FBI a révélé que l'entreprise était un front, elle a été mise sur liste noire de la profession comptable. Elle travaille comme caissière dans une épicerie qui fait maintenant 1/10 de ce qu'elle gagnait. Plus de photographies, plus d'histoires de vie détruites par les dommages collatéraux de la vengeance de Mario. Et ce Jasmine a dit, retirez une photo finale et ce que votre vengeance m'a fait. La photographie a montré le Jasmin à l'hôpital après une tentative de suicide. Pâle, Hollowed, lié à des machines qu'il avait maintenues en vie quand elle avait voulu mourir. Vous n'avez pas seulement puni les gens qui vous ont fait du tort, a-t-elle dit. Vous avez puni tout le monde qui leur est connecté. Vous avez puni leurs familles, leurs employés, leurs enfants. Vous êtes devenu la chose que vous nous avez accusé d'être quelqu'un qui a détruit des innocents pour satisfaire vos propres désirs. Je sais, dit doucement Mario. Êtes-vous? Parce que je ne pense pas que vous compreniez vraiment ce que vous avez fait. Jasmine se pencha en avant, sa voix intense mais contrôlée. Mon père est mort en croyant qu'il était un échec qui avait détruit l'héritage de sa famille. Le père de Shaun est mort en croyant qu'il était un criminel qui avait trahi tous ceux qui lui faisaient confiance. Ces hommes sont morts portant une culpabilité pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Dommage pour les erreurs qui ont été fabriquées par votre parcelle de vengeance élaborée. Ils ont également fait de vraies erreurs. Oui, ils l'ont fait. Mon père était arrogant et cruel envers vous. Shaun était égoïste et destructeur, mais leurs vraies erreurs étaient des défauts humains, pas les crimes monstrueux que vous les avez convaincus qu'ils avaient commis. Et vous, Mario a demandé, quelles étaient vos vraies erreurs? Je suis tombé amoureux de l'idée d'être noble au lieu de tomber amoureux de vous. J'ai épousé quelqu'un que je pensais économiser au lieu de quelqu'un que je pensais être mon égal. Et quand quelqu'un d'autre m'a offert un autre type d'amour, j'ai choisi la trahison au lieu de l'honnêteté. La voix de Jasmine s'adoucit légèrement. Mais vous savez quelle a été ma plus grosse erreur?
J'ai passé 3 ans à vivre avec quelqu'un qui ne m'a jamais assez fait confiance pour me montrer qui il était vraiment. J'étais marié à un étranger qui me testait sans me dire qu'il y avait un test. Nous sommes donc tous les deux responsables de détruire notre mariage. Nous sommes. Mais un seul d'entre nous a répondu en détruisant des innocents. Mario était silencieux pendant un long moment, absorbant le poids de ce que Jasmine lui disait. « Pourquoi êtes-vous ici » a-t-il demandé enfin. « Que voulez-vous de moi ? Je veux que vous compreniez que votre vengeance se produit toujours. Chaque jour, les gens souffrent de choix que vous avez faits en colère. Les enfants ont faim parce que leurs parents ont perdu des emplois dans les entreprises que vous avez détruites. Les familles sont brisées parce que vous avez décidé que tous ceux qui sont connectés à vos ennemis méritent d'être punis. Que voulez-vous que je fasse à ce sujet ? Je veux que tu l'arrêtes. Je suis en prison. Je ne peux rien arrêter. Vous pouvez. Il vous reste presque 6 ans sur votre peine. Lorsque vous sortez, vous serez toujours assez jeune pour reconstruire votre fortune. La question est de savoir ce que vous en ferez. Jasmine a sorti un autre document. Une proposition de fondation qui fournirait une assistance aux familles touchées par le complot de Mario. J'ai établi des plans pour une fondation caritative. Elle a déclaré que cela fournirait une formation professionnelle aux travailleurs déplacés, des bourses collégiales aux enfants dont les familles ont perdu leurs économies, des services de conseil aux personnes traitant du traumatisme de la ruine financière. Vous voulez que je finance cela avec de l'argent que je n'ai pas. Je veux que vous vous engagez à le financer avec de l'argent que vous gagnerez après votre libération. Je veux que vous passiez le reste de votre vie à essayer de réparer les dégâts que vous avez causés au lieu d'être fier de la façon dont vous avez détruit vos ennemis. Mario a étudié la proposition. Lire des plans détaillés pour les programmes d'aide et les services de réadaptation. Et si je refuse, alors vous continuez à être le monstre que vous êtes devenu. Vous purgez votre phrase, faites-vous libérer, reconstruisez votre fortune et recommencez à être un homme qui valorise le pouvoir sur les gens. C'est ce que tu penses que je suis ? Un monstre ? Je pense que vous êtes un homme qui avait la capacité d'un grand bien ou d'un grand mal, et qui a choisi le mal quand il a été blessé. La question est de savoir si ce choix était permanent ou si vous êtes capable de choisir différemment. Et le pardon ? Mario a demandé, qu'en est-il de la miséricorde pour quelqu'un qui a fait de terribles erreurs ? Le pardon n'est pas quelque chose que vous demandez, répondit Jasmine. C'est quelque chose que vous gagnez grâce à vos actions. La miséricorde n'est pas quelque chose que vous méritez parce que vous avez subi des conséquences. C'est quelque chose que vous démontrez par la façon dont vous traitez les autres. Elle se leva pour partir, rassemblant ses papiers. Je ne vous demande pas de vous pardonner, Mario. Je vous demande d'arrêter de faire payer les autres pour votre douleur. Et si je fais cela, si je m'engage dans votre fondation, si je passe le reste de ma vie à essayer de faire amende honorable, quoi alors ? Avons-nous ce café que vous avez mentionné à l'hôpital ? Jasmine baissa les yeux sur l'homme qu'elle aimait autrefois, l'homme qui l'avait aimée et l'a détruite et l'a sauvée en l'espace d'une seule semaine. Demandez-moi dans 6 ans, a-t-elle dit. Après que vous me montriez qui vous choisissez vraiment d'être. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Mario l'appelait. Jasmine, elle se retourna. Je suis désolé pour tout cela. Pour les mensonges, pour la vengeance, pour la douleur que je vous ai causée et à tout le monde. Je sais que tu le es, a-t-elle dit. La question est de savoir si vous êtes suffisamment désolé de passer le reste de votre vie à le prouver. La porte de la salle de visite s'est fermée derrière elle, laissant Mario seul avec le poids des conséquences qu'il apprenait encore à comprendre. Cette nuit-là dans sa cellule, Mario a relu la proposition de la fondation de Jasmine. Le coût estimé était stupéfiant, soit près de 200 millions de dollars sur 20 ans. Cela lui obligerait à reconstruire sa fortune dans un but spécifique de le donner aux gens que sa vengeance avait blessés. Ce serait un type d'empire différent de celui qu'il avait construit auparavant. Non conçu pour accumuler l'énergie, mais pour réparer les dommages. Non construit sur le principe que tout le monde finirait par le trahir, mais dans l'espoir que certaines erreurs pourraient être pardonnées grâce à des efforts suffisants pour faire amende honorable. Mario a sorti un morceau de papier et a commencé à écrire. Au conseil d'administration de la Fondation des conséquences, il a commencé à nommer la proposition de Jasmine pour la première fois. Je m'engage à financer cette organisation à ma libération de la prison fédérale. Cette lettre constitue un accord juridiquement contraignant que 25% de tous les revenus obtenus pour le reste de ma vie seront donnés pour aider les familles touchées par mon complot criminel.
Il a signé le document et l'a scellé dans une enveloppe adressée à Jasmine. C'était une rédemption. Le rachat n'a pas pu être acheté avec de l'argent ou des promesses, mais ce fut un début, un premier pas vers de devenir quelqu'un qui a créé plus qu'il ne l'a détruit. À l'extérieur de sa fenêtre cellulaire, la nuit de la Louisiane était sombre et calme. Mario avait 6 ans et 4 mois à servir. 6 ans et 4 mois pour réfléchir à l'homme qu'il avait été et à l'homme qu'il voulait devenir. Pour la première fois depuis son arrestation, il avait quelque chose à espérer en plus de sa propre liberté. Il avait la possibilité de gagner quelque chose de plus précieux que la richesse ou le pouvoir. Le droit de se pardonner pour les choix qu'il avait amenés à cet endroit. Le garçon qui lui avait jeté des clés de voiture n'aurait plus jamais ce pouvoir sur Mario Bird. Mais l'homme qui avait attrapé ces clés passerait le reste de sa vie à apprendre à quoi ressemblait la force réelle. It wouldn't be the ending Mario had planned when he started his elaborate revenge. But it might be the ending he deserved. Time would tell. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Entretenait pour cacher sa fortune. Bientôt, Jasmine avait répondu, la voix haletante de passion. J'ai juste besoin. Trouver la meilleure solution. Mario est tellement pathétique. J'ai presque pitié de lui. Pauvre petit ouvrier du bâtiment. Shaun avait ri. Au moins, il est habile de ses mains, non? Pour le travail manuel. Leur rire avait fait plus de mal que n'importe quelle blessure physique. Mario avait passé cette nuit-là dans sa vraie maison, un Penthouse à l'autre bout de la ville dont Jasmine ignorait tout. Il était assis dans un bureau, entouré d'écrans affichant son empire commercial, et avait planifié leur destruction. 3 mois plus tard, le plan était en marche. Shaun Vargas était tout ce que Mario prétendait ne pas être. Né dans une famille riche, éduqué dans des universités de l'Ivy League, marié à Terry Osborne, fille de l'un des hommes les plus puissants de l'État. Le père de Shaun, Brian Wolf, était l'associé de Gerald McCarthy dans un gigantesque projet de forage pétrolier dans le golfe du Mexique. Ce que Shaun ignorait, c'est que Mario détenait les droits de forage dans les eaux adjacentes par l'intermédiaire d'une société écran. Ce que Gerald ignorait, c'est que ces permis étaient sur le point d'être révoqués en raison de préoccupations environnementales que Mario avait soigneusement étudiées. Orchestrées depuis des mois. De retour au restaurant, Mario trouva Jasmine en pleurs et Gerald au téléphone, furieux. « Mon avocat dit que tu ne peux pas faire ça », dit Gerald sans lever les yeux. « Faire quoi ?» demanda Mario innocemment. « Être propriétaire d'un restaurant, gagner de l'argent, épouser ta fille sous de faux prétextes. Qu'est-ce que je peux faire exactement ? Tu vois ce que je veux dire ? » Mario s'assit et coupa son steak. « J'ai bien peur que non. Éclaire-moi, s'il te plaît. » Le visage de Gerald était rouge. « Maintenant, tu penses pouvoir détruire mon entreprise parce que ma fille a fait une erreur. » Une erreur ? Mario mâcha pensivement. C'est ça qu'on appelle une liaison de 4 mois ? C'est rafraîchissant et moderne de ta part ? Jasmine leva les yeux, du mascara coulant sur ses joues. Mario, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je t'aime. Non, dit Mario doucement. Tu aimes ce que tu pensais que je ne pouvais pas te donner. La sécurité, le statut, l'argent. Le problème, c'est que j'avais tout ça. Je voulais juste voir si tu pouvais aimer l'homme plutôt que le portefeuille. Il sortit son téléphone et leur montra une série de photos. Jasmine et Shaun entrant dans l'hôtel. Jasmine et Shaun dans des positions compromettantes au bord de la piscine. Jasmine et Shaun planifiant leur avenir ensemble. Le détective privé était très minutieux, expliqua Mario. Il est aussi très discret. Pour l'instant, que voulez-vous ? Chuchota Jasmine. Mario se renversa dans son fauteuil. Je veux que vous compreniez que chaque choix a des conséquences. Shaun a choisi de séduire une femme mariée. Vous avez choisi de trahir vos vœux. Gerald a choisi de m'humilier publiquement. Maintenant, vous allez tous vivre avec les conséquences. Son téléphone a explosé. Un SMS de Dwight Hoffman. Phase interminée. Les permis sont suspendus. Enquête en cours. Mario sourit. Gerald, je vérifierai vos messages si j'étais vous. Le téléphone de Gerald sonna immédiatement. Son visage passa du violet au cendré en écoutant la voix à l'autre bout du fil. Impossible, marmonna-t-il. Nous avions tous les documents nécessaires. Et vous ? demanda Mario.
Parce que je suis en train de consulter un rapport qui indique qu'il y a eu une importante marée noire dans le zone. Beaucoup de poissons sont tués. L'EPA est très mécontente. Ils envisagent des poursuites pénales. Il n'y a pas eu de déversement, cria Gérald. N'y en avait-il pas? Mario ouvrit un autre fichier sur son téléphone. Parce que j'ai des photos, des horodatages, des échantillons d'eau. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on est propriétaire d'une entreprise de test. Le silence se fit, à l'exception de la respiration laborieuse de Gérald. Tu as fabriqué des preuves, dit Jasmine d'une voix caverneuse. J'ai créé un moyen de pression, corrigea Mario. Le père de Shaun, Brian, est sur le point de tout perdre à cause de cette enquête. Le fonds fiduciaire de Shaun a disparu. Son héritage s'est évaporé. Sa femme. Eh bien, le père de Terry n'aime pas les hommes qui détruisent l'entreprise familiale. Mario se leva et redressa sa cravate. Vous avez 36 heures pour faire votre choix. Jasmine, vous pouvez demander le divorce et repartir sans rien, ou vous pouvez faire durer les choses et je m'assurerai que chaque page de la haute société du pays soit au courant de votre liaison. Gérald, vous pouvez vous excuser publiquement pour votre comportement ce soir. Ou vous pouvez voir votre empire commercial s'effondrer sous le coup d'une enquête fédérale, et Shaun. Demanda Jasmine. Le sourire de Mario était glacial. Shaun apprend ce que l'on ressent lorsqu'on perd tout ce qu'on n'a jamais gagné. Alors que Mario se dirigeait vers la sortie, Albert s'approcha, l'air inquiet. Monsieur, tout va bien? Tout est parfait, Albert. Veuillez vous assurer que mes invités ont tout ce dont ils ont besoin. Et Albert, envoyez-leur la facture du dîner de ce soir. Tout. Le vin, le salon privé, les préparations spéciales du chef. Je pense qu'un repas à 10 000 $ les aidera à se souvenir de cette soirée. Dehors, Mario récupéra son téléphone et passa un autre appel. Wilson, c'est l'heure de la deuxième étape. Oui, je veux tout. Relevé bancaire, rapport de solvabilité, compte de réseaux sociaux. Je veux connaître tous les secrets qu'ils ont gardés. Le voiturier apporta la voiture de Mario. Pas la modeste berline que Jasmine connaissait, mais une McLaren 720S noire valant plus que la plupart des maisons. En quittant Château Noir, Mario ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. La paix. Le jeu ne consistait plus à cacher qui il était. Maintenant. Il s'agissait de leur montrer précisément qui ils avaient choisi de trahir. Derrière lui, à travers les fenêtres du restaurant, il pouvait voir 3 silhouettes encore assises à la table, leur monde s'écroulant sous le poids de leur propre choix. La véritable vengeance ne faisait que commencer. Chapitre 3. Le coup d'envoi. Le Penthouse de Mario occupait tout le dernier étage de la tour Méridien, un immeuble qu'il possédait via l'une de ses nombreuses sociétés écrans. Ironiquement, c'était dans cet hôtel que Jasmine et Shaun avaient mené leur liaison, à peine 40 étages au-dessus de leur lieu de rendez-vous habituel. Le lendemain matin, Mario était dans son bureau et regardait les informations. Channel 7 diffusait un reportage sur la catastrophe écologique dans le golfe du Mexique, avec des images aériennes de nappes de pétrole et de vies marines mortes. La journaliste, une femme. Nommée Cora McCardy, sans lien de parenté avec Gérald malgré son nom, décrivait la pire catastrophe écologique de l'histoire de la région. Le téléphone de Mario sonna. Le nom de Dwight Hoffman apparut à l'écran. Les échantillons résistent à l'examen, rapporta Dwight. Notre biologiste marin confirme que tout semble correct. Authentique. L'EPA poursuit son enquête. Et Brian Wolf panique. Il appelle Gérald toutes les 20 minutes depuis que l'affaire a éclaté. Le fonds fiduciaire de Shaun a été gelé en attendant les résultats de l'enquête. Mario hocha la tête, observant un pélican s'efforcer de voler, les ailes couvertes de pétrole. Qu'en est-il des images de l'hôtel remises à Terry Osborne ce matin, accompagné d'un dossier complet sur les activités de son mari? Son père en a également reçu une copie. Parfait. Demandez à Wilson de préparer les documents financiers pour la phase 3. Je veux que les lignes de crédit de Gérald soient appelées simultanément. Après avoir raccroché, Mario prit une douche et enfila un costume gris anthracite qui coûtait plus cher que ce que Gérald avait payé à ses meilleurs employés en un mois. Il avait des réunions prévues avec 3 membres du conseil municipal, un juge fédéral et le chef de cabinet du maire. Le soir venu, Gérald McCarthy comprendrait le véritable sens de l'impuissance. La première réunion eut lieu avec Earl Schultz, le conseiller municipal le plus ancien de la ville,
un homme qui devait sa carrière politique aux dons stratégiques de Mario. Vous me demandez de révoquer des permis sur des propriétés privées, déclara Earl. Je vous demande de faire respecter les lois de zonage en vigueur, corrigea Mario. Le nouveau projet de Gérald en centre-ville viole les restrictions de hauteur établies en 1987. Le fait que les anciens conseillers aient choisi d'ignorer ces infractions ne les rend pas légales. Earl se déroula, mal à l'aise. Cela mettrait fin à un projet de 200 millions de dollars. Ce n'est pas mon problème. Respecter la loi, oui, et le moment juste après cette affaire de marée noire. L'expression de Mario resta inchangée. Les coïncidences arrivent, Earl. La question est de savoir si vous voulez être du bon côté de la loi lorsque cette affaire sera examinée. La menace était subtile, mais claire. Earl avait touché des pots de vin pendant des années, jamais de Mario, mais Mario avait néanmoins les preuves. Parfois, être minutieux signifiait souscrire des polices d'assurance qu'on espérait ne jamais utiliser. Je vais convoquer une audience d'urgence, concéda Earl. Je pensais que vous comprendriez. La deuxième rencontre avec le juge fédéral Nathaniel Aguilar fut plus complexe. Mario avait besoin que des accusations criminelles soient portées contre le Wolf McCarthy Partnership for Environmental Crime. Mais il avait aussi besoin que ces accusations aboutissent exactement à ce qu'il souhaitait. Les preuves sont convaincantes, a admis le juge Aguilar après avoir examiné les documents falsifiés sur la marée noire. Mais les crimes environnementaux fédéraux exigent une intention pour prouver une négligence volontaire, c'est pourquoi je fournis ceci, a déclaré Mario en faisant glisser un dossier sur le bureau en acajou. À l'intérieur se trouvaient des courriels entre Brian Wolf et Gerald McCarthy, évoquant des mesures de réduction des coûts des équipements de sécurité, datés de 3 mois avant la prétendue marée noire. Ces courriels étaient des faux, mais des faux parfaits, créés par une équipe de spécialistes travaillant habituellement pour les agences de renseignement. Comment les avez-vous obtenus, a demandé le juge. Un lanceur d'alerte inquiet s'est manifesté. Quelqu'un ayant accès aux communications internes est horrifié par ce qu'il a vu. Je vais devoir vérifier leur authenticité. Bien sûr, j'ai inclus les coordonnées du lanceur d'alerte. Il est prêt à témoigner sous serment. Le lanceur d'alerte était en fait Grant Branch, un ancien employé de Wolf McCarthy licencié pour avoir dénoncé des violations de sécurité 2 ans auparavant. Mario avait trouvé Grant vivant dans la pauvreté, amer et en colère. Pour 50 000 $ et une nouvelle identité, Grant était heureux de contribuer à la chute de ses anciens employeurs. À la fin de sa 3e réunion, le monde de Gerald McCarthy s'effondrait à la vitesse calculée par Mario. Ce soir-là, Mario était assis dans son bureau en attique, surveillant de multiples conversations téléphoniques grâce à un équipement de surveillance qui enfreignait clairement la loi fédérale, mais était totalement intraçable. Il écoutait Gerald hurler après ses avocats, Brian Wolf exigeait des explications de l'EPA et Shawn Vargas implorait le pardon de sa femme. La conversation la plus intéressante était celle entre Jasmine et sa mère, Lynn Wade McCarthy. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Jasmine disait que Mario n'était personne. Il réparait des choses et transportait des objets lourds. Comment quelqu'un comme ça peut-il devenir assez puissant pour détruire l'entreprise de papa? Tu aurais peut-être dû te concentrer sur l'homme que tu as épousé plutôt que sur l'argent que tu pensais convoiter. Lynn répondit froidement. Tu ne comprends pas, Shawn et moi, on a des projets. C'est le mot d'ordre. La femme de Shawn l'a mis à la porte ce matin. Son père l'a descendu cet après-midi. Son fonds fiduciaire est gelé indéfiniment. Quels que soient tes projets, je te suggère d'en faire de nouveaux. Je pourrais retourner voir Mario. Implorer son pardon. Pour ce que ton père me dit. Mario n'est pas du genre à pardonner. Tu as fait ton choix, Jasmine. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Mario coupa la vidéosurveillance et se servit un verre de whisky qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine. Demain serait la phase 3, la ruine financière totale de tous ceux qu'il avait trahis. Mais ce soir, il avait une visite spéciale. L'ascenseur sonna à 9 heures précises. Terry Osborne entra dans le pantouse de Mario, sa robe de créateur parfaitement repassée malgré le choc émotionnel de sa journée. Monsieur Baer, dit-elle d'un ton solennel. Merci d'avoir accepté de me recevoir. Madame Vargas, veuillez vous asseoir. Terry était tout ce que Jasmine prétendait être. Élégante, intelligente et véritablement puissante. Son père, Jimmy Sears, possédait la plus grande entreprise de construction de l'État. Elle gérait le côté commercial de leur empire tandis qu'il s'occupait des opérations matérielles. J'ai reçu votre colis ce matin,
dit-elle sans préambule. J'ai pensé que vous devriez savoir la vérité sur votre mari. Pourquoi? Ses yeux bruns scrutèrent Mario attentivement. Que gagnez-vous à détruire mon mariage? Votre mariage était déjà détruit. Je viens de vous en fournir la preuve. Terry hocha lentement la tête. J'ai demandé le divorce. Shaun n'obtiendra rien. Je le supposais, mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Elle se pencha légèrement en avant. Je veux savoir ce que vous préparez d'autre. L'entreprise familiale travaille en étroite collaboration avec Wolf Construction. S'ils font faillite, nous pourrions être touchés. Mario sourit. Enfin quelqu'un qui comprenait les règles du jeu. Votre entreprise familiale se portera bien. D'ailleurs, j'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Je t'écoute. Gerald McCarthy est sur le point de tout perdre. Ses permis de construire sont révoqués. Son partenariat pétrolier fait l'objet d'une enquête fédérale et ses lignes de crédit sont sollicitées. Quelqu'un devra reprendre son projet de développement en centre-ville. Quelqu'un comme l'entreprise de mon père. Quelqu'un exactement comme celle de ton père, pour environ 30 cents le dollar. Le sourire de Terry était cinglant et prédateur. Et que veux-tu en retour? Ton mari m'a causé une détresse émotionnelle considérable. Je pense qu'il devrait assumer les conséquences de ses actes de manière très personnelle. Quelles conséquences? Mario se leva et se dirigea vers sa fenêtre pour regarder les lumières de la ville. Shaun pense comprendre le pouvoir parce qu'il est né dans l'argent. Je veux savoir à quoi ressemble le vrai pouvoir. Ce qui veut dire que demain matin, Shaun recevra la visite d'investisseurs très mécontents qui croient qu'il leur a volé leur argent. Ils seront très persuasifs dans leurs exigences de remboursement. Terry resta silencieux un long moment. Tu parles de violence physique. Je parle d'éducation. Shaun a vécu toute sa vie sans subir de conséquences. Il est temps qu'il apprenne ce qui arrive quand on prend ce qui ne nous appartient pas, et si je ne t'aide pas, dit Mario en se retournant vers elle. Tu verras alors l'entreprise familiale souffrir lorsque Wolf Construction ne respectera pas ses contrats. Les projets de Gerald représentent 40% du chiffre d'affaires de ton père. Si ces contrats disparaissent, la menace planait comme une fumée. Que attends-tu de moi exactement? Demanda finalement Terry. Demain après-midi, Shaun aura désespérément besoin d'argent. Il viendra te supplier de l'aider, promettant de changer, jurant qu'il fera tout pour réparer ce qu'il a brisé. J'ai besoin que tu l'envoies à un endroit précis où Mario a écrit une adresse sur un morceau de papier et le lui a remis. Un entrepôt abandonné dans la zone industrielle. Dis-lui qu'il y a là-bas un homme d'affaires qui pourrait être prêt à l'aider à sortir de ses difficultés actuelles. Et c'est alors que Shaun apprendra ce qui arrive à ceux qui volent ce qui appartient à Mario B. Terry examina l'adresse un instant, puis se tourna vers Mario. Tu ne détruis pas seulement leurs finances, tu détruis leurs propriétés. Oui, bien, dit-elle en se levant. Shaun m'a humilié pendant des mois. Jasmine l'a aidé. Gerald t'a traité comme une servante. Il mérite tout ce que tu as prévu. Alors que Terry partait, Mario retourna à sa fenêtre. En contrebas, la ville s'étalait comme un circuit imprimé. Des millions de lumières représentant des millions de vies. Demain. 3 de ces vies allaient changer à jamais. Mario prit son téléphone et composa un dernier numéro. Jacques, c'est l'heure. Oui. Amenez Abel et Karl. Assurez-vous qu'ils comprennent. Je veux qu'il ait peur, pas qu'il meure. Il ne s'agit pas de le tuer. Il s'agit de lui apprendre ce qu'est la vraie peur. La phase 3 allait commencer. Et Mario n'avait aucune intention de faire preuve de pitié envers quiconque l'avait trahi. Le garçon qui avait jeté des clés de voiture à Mario Bear allait rencontrer l'homme qui détenait les clés de l'avenir de tous. Chapitre 4, les titans du piège. Shaun Vargas était assis dans sa Porsche devant l'entrepôt abandonné, les mains tremblantes au volant. 12 heures plus tôt, il était l'héritier. À une fortune dans le bâtiment. Il était désormais un homme sans ressources, suffisamment désespéré pour rencontrer une inconnue dans la zone industrielle, sur recommandation de sa femme arrangée. La matinée avait été une symphonie de destruction, orchestrée par la minutieuse planification de Mario. Les cartes de crédit de Shaun avaient été annulées simultanément à 8 heures. Ses comptes bancaires avaient été gelés pour activité suspecte à 8h30. À 9h, son père l'avait renié publiquement, publiant une déclaration à la presse annonçant qu'il romprait les liens avec les membres de sa famille qui font honte au nom de Lou. Mais le véritable coup dur avait eu lieu à 10h,
lorsque 3 hommes en costume coûteux avaient visité l'appartement de Shawn en centre-ville. Jack Nichols était le genre d'homme à recouvrer les dettes de ceux qui préféraient rester anonymes. Ses associés, Abel Morse et Carl Richardson, étaient spécialisés dans la dissimulation définitive des problèmes. Ils avaient expliqué à Shawn en termes très clairs qu'il devait de l'argent à des personnes très dangereuses. Un demi-million de dollars, avait dit Jack en s'installant dans le cuir de Shawn. Une chaise comme s'il en était propriétaire. Tu l'avais emprunté il y a 6 mois pour payer des dettes de jeu. Maintenant, ces gens veulent la récupérer. Je n'ai jamais emprunté d'argent. Shawn avait protesté. Carl avait souri en sortant un dossier épais de documents. Il est écrit ici que tu as bien ta signature et tout. Même des témoins. Les documents étaient des faux, mais des faux parfaits. La signature de Shawn avait été copiée à partir des photos de la liaison que Mario avait obtenue. Enregistrement d'hôtel, reçu de cartes de crédit, tout ce qui portait l'écriture de Shawn. Les témoins étaient de vraies personnes que Mario avait payées pour se souvenir de réunions qui n'avaient jamais eu lieu. Je veux mon argent avant minuit. Jack avait continué avec les intérêts. Disons 600 000. Chiffre rond. Je n'ai pas cette somme. Alors tu ferais mieux de la trouver. Ces gens n'acceptent pas les plans de paiement. Shawn était assis devant l'entrepôt, espérant que l'homme d'affaires mystérieux dont Terry avait parlé pourrait résoudre ses problèmes. Son téléphone vibra, un autre SMS menaçant de Jack. Plus que 11 heures. J'espère que tu aimes les os cassés. À l'intérieur de l'entrepôt, Mario observait Shawn grâce aux caméras de sécurité qu'il avait installées. La semaine précédente. Le bâtiment lui appartenait. Acheté par une autre société écran il y a quelques mois, spécialement pour cet usage. C'était autrefois une usine de vêtements, mais il était désormais vide, à l'exception du dispositif soigneusement mis en scène par Mario. Il est assis là depuis 20 minutes, dit le journaliste Wilson Klein, responsable de la sécurité de Mario. Je crois qu'il commence à avoir peur. Il va entrer, dit Mario avec assurance. Le désespoir est une puissante source de motivation. Wilson fit un signe de tête aux 3 hommes qui se tenaient à proximité. Et s'il tente de s'enfuir, il n'ira pas loin. Brandon surveille la sortie de derrière. Ignazio surveille l'entrée latérale. Si Shawn quitte cet entrepôt, ce ne sera pas par là qu'il est entré. Finalement, Shawn rassembla le courage nécessaire pour entrer dans le bâtiment. La porte principale s'ouvrit en grinçant, résonnant dans l'espace vide. Des volutes de poussière dansèrent dans la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les vitres brisées. « Bonjour » appela Shawn, sa voix trahissant sa peur. « Il y a quelqu'un ici » demanda Terry. « Quelqu'un voulait me rencontrer. » Mario sortit de l'ombre. Il n'était plus le modeste ouvrier du bâtiment, ni même le restaurateur de la veille. Il portait désormais un gilet tactique noir et un jean foncé, l'image même d'un prédateur qui avait acculé sa proie. « Salut Shawn » dit doucement Mario. Le visage de Shawn devint blanc. « Toi » mais Terry a dit que Terry avait dit exactement ce que je lui avais dit de dire. Surpris ? Tu ne devrais pas l'être. Quand on détruit le mariage de quelqu'un, il ne faut pas s'attendre à ce que son ex-femme nous aide. Shawn recula vers la porte, mais Brandon Bullock apparut, bloquant la sortie. Ses 1,93 mètres de carrure occupaient entièrement l'embrasure. « Tu vas quelque part » demanda Mario. « Que veux-tu » La voix de Shawn se brisa comme celle d'un adolescent. « Je veux que tu comprennes quelque chose de très important » dit Mario en s'approchant. « Tu as passé 4 mois à croire que tu me prenais quelque chose. Ma femme, ma vie, mon avenir. Mais en réalité, tu te prenais quelque chose à toi-même. Je ne comprends pas. Ta liberté, expliqua patiemment Mario. Ta sécurité, ton avenir. Voyez-vous, quand vous avez décidé de séduire ma femme, vous vous êtes fait un ennemi. Et je ne suis pas le genre d'ennemi qui pardonne et oublie. » Le regard de Shawn parcourut l'entrepôt, cherchant une autre issue. « Écoute, je suis désolé pour Jasmine. On peut trouver une solution. Je te rembourserai d'une manière ou d'une autre. Rembourse-moi. » Mario rit, le son résonnant sur les murs vides. « Tu crois que c'est une question d'argent ? Tu crois pouvoir faire un chèque et faire disparaître tout ça ? Alors que veux-tu ? » Mario sortit son téléphone et montra une vidéo à Shawn. C'était une vidéo de surveillance de l'hôtel où Shawn et Jasmine s'étaient rencontrés, mais l'horodatage indiquait hier,
bien après que Mario leur ait révélé sa véritable identité. La vidéo avait été prise il y a 24 heures. Mario dit, même après avoir su qui j'étais vraiment, même après avoir su de quoi j'étais capable, tu as quand même rencontré ma femme. Tu pensais toujours pouvoir prendre ce qui m'appartenait. Dans la vidéo, Shawn et Jasmine se disputaient sur le parking de l'hôtel. Leur voix était inaudible, mais leur langage corporel racontait clairement l'histoire. Shawn exigeait que Jasmine parte avec lui. Jasmine refusait, Shawn lui saisissant brutalement le bras alors qu'elle tentait de s'éloigner. Tu as posé tes mains sur elle, continua Mario. Sa voix se réduisit à un murmure. Tu l'as physiquement forcée à rester alors qu'elle voulait partir. Ça fait de toi pire qu'un adultère, Shawn. Ça fait de toi un agresseur. Ce n'était pas comme ça. Elle était déraisonnable. Elle essayait de mettre fin à une relation devenue dangereuse pour toutes les personnes impliquées. Tu essayais de la forcer à abandonner toute sa vie pour un homme qui ne pouvait même pas rester fidèle à sa propre femme. Mario fit un signe de tête à Wilson, qui lui tendit un dossier en papier craft. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble ton avenir, dit Mario en ouvrant le dossier. Jack Nichols et ses amis. Ce sont de vrais agents de recouvrement. Le demi-million que tu es censé devoir? Il est réel aussi. Pour la justice, il montra à Shawn le premier document, un contrat de prêt portant sa fausse signature. Les témoins qui attesteront que tu as emprunté cet argent sont de vraies personnes, avec de vraies identités et un casier judiciaire vierge. S'ils témoignent sous serment que tu as emprunté de l'argent aux mauvaises personnes, qui croira ta version des faits? Le deuxième document était encore pire. Un rapport de police déposé le matin même affirmait que Shawn avait agressé une femme lors d'un trafic de drogue qui avait mal tourné. La femme était une actrice engagée par Mario, mais son récit serait suffisamment convaincant pour ajouter des accusations d'agression au problème judiciaire croissant de Shawn. Le plus beau dans tout ça, poursuivit Mario, c'est que rien de tout cela n'est techniquement illégal. La dette est réelle, même si elle est fabriquée. Les témoins disent la vérité sur ce qu'ils ont été payés pour se souvenir. L'accusation d'agression est basée sur une vraie plainte déposée par une vraie personne. Shawn s'est effondré à genoux sur le sol sale de l'entrepôt. S'il vous plaît, je ferai tout ce que je peux. Je disparaîtrai. Je ne reviendrai jamais en ville. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous aviez cette option hier, dit froidement Mario. Vous auriez pu partir en réalisant qui j'étais. Au lieu de cela, vous avez choisi de redoubler d'efforts. Vous avez choisi de mettre la main sur ma femme et d'exiger qu'elle choisisse entre son mariage et sa sécurité. Le téléphone de Mario a vibré, un SMS a retenti. Il a souri en le lisant. Bonne nouvelle, a-t-il dit à Shawn. Votre père vient de déclarer faillite. L'enquête fédérale sur la marée noire s'est étendue à tous les projets de Wolf Construction au cours des 5 dernières années. Il s'avère que vous négligez les règles de sécurité depuis longtemps. C'est impossible. Nous respectons tous les protocoles de sécurité. Et vous? Parce que j'ai des employés qui sont prêts à témoigner du contraire. D'anciens employés qui ont été licenciés pour avoir signalé des infractions à la sécurité. Des employés qui ont des comptes rendus très détaillés de conversations avec votre père sur les économies réalisées en ignorant la réglementation. En réalité, Wolf Construction avait fait des économies, mais pas autant que les témoins de Mario l'auraient prétendu. Mais les violations réelles fournissaient suffisamment de fondements pour rendre crédibles les violations inventées. Grande Branche vous adresse ses salutations, ajouta Mario. Il a particulièrement hâte de témoigner sur la fois où votre père lui a dit de se taire ou de trouver un autre emploi, lorsqu'il a signalé des faiblesses structurelles dans les fondations de la tour Méridien. Le visage de Shawn est devenu tout blanc. La tour Méridien. Mais c'est là que des centaines de personnes vivent et travaillent chaque jour. Oui. Imaginez ce que ressentiront les familles lorsqu'elles apprendront que leur maison et leur bureau risquent de s'effondrer parce que Brian Wolf voulait économiser sur le béton. La tour Méridien était structurellement solide. Mario en était propriétaire et l'a fait inspecter minutieusement. Mais le témoignage de Grant allait semer le doute et forcer une évacuation et une reconstruction complète, coûtant à la famille Wolf tout ce qui lui restait. Votre père passera le reste de sa vie en prison fédérale, poursuivit Mario. Ta mère va perdre la maison, les voitures, tout. Ta sœur, Kelly Mills, devra expliquer à ses enfants pourquoi grand-père est un criminel condamné. Ma sœur n'a rien à voir avec ça. Moi non plus, jusqu'à ce que tu décides de prendre ce qui m'appartient.
Mario s'approcha de Shaun agenouillé par terre et s'accroupit pour le regarder dans les yeux. Voilà ce qui va se passer, dit-il doucement. Dans 1 heure, Jack Nichols va te retrouver. Il va récupérer l'argent que tu lui dois d'une manière ou d'une autre. Si tu ne l'as pas, et tu ne l'auras pas, il va te casser les 2 jambes et te jeter hors de la ville. Tu ne peux pas faire ça. Je peux faire ce que je veux. J'ai plus d'argent que tu n'en as jamais rêvé, plus de relations que tu ne peux imaginer et plus de patience que tu ne mérites. J'ai passé des mois à préparer ce moment, et je vais savourer chaque seconde à regarder ton monde brûler. Mario se leva et se dirigea vers la sortie. Oh, et Shaun, quand tu seras assis dans ce lit d'hôpital, les jambes et le plâtre, à penser à la façon dont ta vie a basculé, souviens-toi de ça. Je t'ai donné une chance de partir. Tu as choisi de rester et de te battre. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Alors que Mario atteignait la porte, Shaun cria désespérément. Et Jasmine? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Mario marqua une pause et se retourna. Jasmine avait fait son choix. Elle t'a choisi plutôt que moi. Elle a choisi l'excitation plutôt que la stabilité. Elle a choisi ce qui, selon elle, la rendrait heureuse plutôt que ce qui le ferait réellement. Maintenant, elle va découvrir à quoi ressemble la vie sans rien. Elle t'aime. Non, dit Mario tristement. Elle aimait ce qu'elle pensait que je ne pouvais pas lui donner. Elle n'a jamais pris la peine de découvrir qui j'étais vraiment. Tout comme tu n'as jamais pris la peine de découvrir de quoi j'étais vraiment capable. La porte de l'entrepôt claqua derrière Mario, laissant Shaun seul avec sa peur et le bruit de pas qui approchait dans l'ombre. Jack Nichols entra dans la lumière, faisant craquer ses articulations avec un bruit de fracture. Tama, paye, dit Jack d'un ton enjoué. J'espère que tu as une bonne assurance maladie. Dehors, Mario grimpa dans sa McLaren et démarra sans un regard en arrière. La 3e phase était terminée. La 4e serait encore plus personnelle. Il était temps de s'occuper de Jasmine. Chapitre 5, confrontation et profondeur émotionnelle. Jasmine Baer se tenait dans la cuisine de la modeste maison qu'elle partageait avec Mario depuis 3 ans, les yeux rivés sur les papiers du divorce remis le matin même. La maison lui semblait différente, plus petite, plus miteuse, comme un costume devenu trop petit pour elle. Tout ce qui avait autrefois semblé charmant dans leur vie simple lui semblait désormais la preuve des mensonges qu'ils avaient vécus. Son téléphone vibra, une nouvelle alerte concernant les difficultés financières de son père. Les gros titres s'aggravaient. Catastrophe environnementale liée à une fraude dans le bâtiment. Le partenariat Wolf McCarthy fait l'objet d'une enquête fédérale. Le milliardaire Gerald McCarthy déclare faillite. Elle a essayé d'appeler Mario 17 fois depuis qu'elle avait quitté le restaurant la veille. Chaque appel est tombé directement sur la messagerie vocale. Chaque message était le même. Mario, s'il te plaît, rappelle-moi. Il faut qu'on parle. Je peux tout expliquer. Mais qui avait-il à expliquer? Qu'elle était tombée amoureuse d'un autre homme parce qu'elle pensait que son mari était pauvre. Qu'elle avait ri lorsque son père l'avait humiliée parce qu'elle était gênée par ce qu'elle pensait être son statut social inférieur. Que chaque jour de leur mariage avait été construit sur l'idée qu'elle se contentait de moins que ce qu'elle méritait. La porte d'entrée s'ouvrit, l'espace d'un instant, le cœur de Jasmine fit un bond. Mais ce n'était pas Mario. C'était Lynn Wade McCarthy, sa mère, qui paraissait plus âgée que Jasmine ne l'avait jamais vue. Fais tes valises, dit Lynn sans préambule. La banque saisit cette maison demain. Quoi? Mais c'est notre maison. Votre maison appartient à une société écran appartenant à votre mari. Apparemment, Mario rembourse l'hypothèque depuis 3 ans maintenant qu'il demande le divorce. Il résilie le bail. Jasmine s'affala sur l'une des chaises de cuisine qu'elle pensait avoir achetées ensemble dans une brocante. Elle se demandait maintenant si elle valait vraiment plus que sa voiture. Quelle part de notre vie était un mensonge, demanda-t-elle. Tout, répondit Lynn sans détour. L'ouvrier du bâtiment en difficulté, les revenus modestes, le stress financier que vous pensiez subir. Que des mensonges. Votre mari vaut plus d'argent que votre père n'en a jamais eu. Mais pourquoi? Pourquoi me cacherait-il ça? Lynn sortit son téléphone et montra à Jasmine un article de presse datant d'il y a 3 ans. Le magnate des affaires locales Mario Bird annonce un don anonyme à la Foster Youth Foundation. La photo montrait Mario dans un costume coûteux serrant la main du directeur de l'association. La légende l'identifiait comme le millionnaire solitaire Mario Baer,
dont l'empire du bâtiment a transformé le paysage urbain de la ville. Ceci elle avait été prise 2 mois avant votre rencontre. Lynn avait dit qu'il était déjà riche quand vous avez commencé à sortir ensemble. Il avait choisi de vous le cacher. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Peut-être voulait-il voir si vous pouviez l'aimer pour ce qu'il était plutôt que pour ce qu'il avait. Apparemment, vous avez raté le test. Ces mots ont frappé Jasmine comme des coups de poing. Elle se souvenait de leur premier rendez-vous. Mario parlait de son enfance en famille d'accueil, de ses petits boulots dans le bâtiment pour payer les cours du soir, de son rêve de construire quelque chose de significatif. Elle avait été charmée par ses histoires, émue par ses difficultés, impressionnée par sa détermination à réussir malgré les circonstances. Mais elle avait aussi été secrètement soulagée lorsque Shawn est entré dans sa vie, lui offrant le style de vie auquel elle s'attendait depuis son enfance. La richesse de Shawn était visible, évidente, confortable. Il l'emmenait dans des restaurants chics, lui achetait des vêtements de marque, lui promettait une vie de luxe que son pauvre mari ne pourrait jamais lui offrir. « As-tu des nouvelles de Shawn » demanda Lynn. « Pas depuis hier. » Son téléphone tomba directement sur la messagerie. Le visage de Lynn s'assombrit. « Tu devrais peut-être regarder les infos. » Le journal local, le journal télévisé du soir rapportait l'histoire d'un homme retrouvé battu dans un entrepôt abandonné. La victime a été identifiée comme étant Shawn Vargas, fils de l'éminent homme d'affaires Brian Wolf. Il était vivant, mais dans un état critique, avec 2 jambes cassées, une fracture du crâne et des blessures internes. La police pense que cela était lié à des dettes de jeu. Le journaliste expliquait que M. Vargas aurait été impliqué avec des individus isolés qui sont devenus violents lorsqu'il n'a pas pu rembourser ses dettes. Les mains de Jasmine tremblaient lorsqu'elle a attrapé son téléphone. Elle a de nouveau composé le numéro de Mario, et cette fois, il a répondu. « Bonjour, Jasmine. »« C'est toi qui as fait ça » murmura-t-elle. « Quoi, Shawn ?»« L'entrepôt. Les coups. Shawn a pris de mauvaises décisions financières. Je n'ai rien à voir avec les conséquences. Tu mens. Vraiment? Peux-tu prouver que j'étais près de cet entrepôt? Peux-tu prouver que je sais quelque chose sur ces dettes de jeu? Peux-tu prouver que j'ai fait autre chose que découvrir que ma femme me trompait? Jasmine ferma les yeux. Mario, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. On se parle en personne, face à face. J'ai besoin de te voir. Il y eut un long silence. Finalement, Mario dit, d'accord. Une conversation ce soir à 21h. Le Penthouse de la Tour Méridien. L'hôtel où toi et Shawn vous êtes rencontrés pendant 4 mois. Oui. Ça tombe bien, non? La ligne est coupée. À 21h, Jasmine se tenait devant l'ascenseur du Penthouse, munie d'une clé que Mario lui avait laissée à la réception. Ses mains tremblaient lorsqu'elle appuya sur le bouton du dernier étage. L'ascenseur débouchait sur un hall d'entrée plus luxueux que toutes les maisons qu'elle avait jamais vues. Sol en marbre, lustre en cristal, œuvre d'art digne de musée. C'était la vraie vie de Mario. Celle qu'il lui avait complètement cachée. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix de Mario provenait du salon. Jasmine se dirigea vers le bruit et le trouva debout près des baies vitrées qui offraient une vue panoramique sur la ville. Il portait un jean foncé et un pull noir, l'air plus détendu qu'elle ne l'avait vu depuis des mois. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» demanda-t-elle. 5 ans avant notre rencontre. Et vous ne me l'avez jamais dit. Je ne t'ai jamais dit grand-chose. Il se tourna vers elle, comme tu ne m'avais jamais parlé de Shawn. Jasmine parcourut le Penthouse du regard, découvrant les meubles coûteux, l'électronique dernier cri, la collection d'art valant plus que la maison de la plupart des gens. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi m'as-tu laissé croire que nous étions en difficulté financière? Parce que je voulais savoir si tu pouvais aimer Mario et donner naissance à une personne, et non Mario, et donner naissance à un compte en banque. Et maintenant tu sais. Oui, maintenant je sais. Ils restèrent silencieux, le poids de 3 ans de tromperie pesant sur eux. Je t'aimais vraiment, dit finalement Jasmine. La personne, je veux dire, au début, aimais-tu l'idée de sauver quelqu'un de la pauvreté? Aimais-tu te sentir supérieur à l'homme que tu aidais à réussir? La question était profonde, car elle contenait la vérité. Jasmine se souvint de la satisfaction qu'elle avait ressentie lorsque ses collègues la félicitaient pour avoir épousé une personne d'un autre sexe, pour avoir préféré l'amour à l'argent. Elle avait apprécié d'être perçue comme altruiste,
comme quelqu'un qui se souciait plus de sa personnalité que de sa richesse. Quand est-ce que ça a changé, demanda Mario. Quand Shaun a commencé à s'intéresser à moi. Quand il m'a montré à quoi ma vie pourrait ressembler si j'étais avec quelqu'un qui pouvait me donner les choses avec lesquelles j'ai grandi, les choses que j'aurais pu te donner depuis toujours. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi de me mentir, de me faire croire qu'on ne pouvait pas s'offrir de belles choses, de me laisser me soucier de l'argent chaque mois. Je voulais que tu m'aimes sans l'argent. Et je voulais être aimé pour qui j'étais, pas parce que j'avais réussi un test que tu avais conçu sans m'en parler. Ils criaient tous les deux maintenant. 3 ans de ressentiment caché ont finalement éclaté. Tu m'as trompé, dit Mario. Tu m'as menti. Jasmine a rétorqué. J'ai menti sur le fait d'avoir de l'argent. Tu as menti sur le fait de m'aimer. Je t'aimais. Tu aimais ce que tu pensais que je devenais. Tu aimais le projet de m'améliorer. Mais quand on t'a proposé un produit fini, tu as sauté sur l'occasion. Jasmine s'est affalée sur l'un des canapés en cuir, les larmes aux yeux. Et maintenant? Maintenant, tu apprends à quoi ressemble la vie sans filet de sécurité, dit froidement Mario. L'entreprise de ton père a disparu, la famille de Shaun l'a renié. Ton fonds fiduciaire était lié à l'entreprise de ton père, donc il a disparu aussi. En toi, j'ai tout ce que j'avais avant de te rencontrer, plus une éducation très coûteuse sur la vraie nature de la femme que j'ai épousée. Je suis désolé, murmura Jasmine. Je suis tellement désolé, Mario. J'ai fait une terrible erreur. Tu as fait un choix. Plusieurs choix. Chaque jour pendant 4 mois, tu as choisi de trahir notre mariage. Chaque mardi et vendredi, tu as choisi de venir à cet hôtel et de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Chaque soir, tu rentrais à la maison et tu me mentais en face sur tes allées. Je peux changer. On peut tout recommencer. Mario alla à son bureau et prit un dossier. Tu sais ce que c'est? Jasmine secoua la tête. Ce sont les relevés bancaires d'un compte aux îles Caïmans. Shaun y transfère de l'argent depuis 6 mois, détournant l'argent de l'entreprise de son père pour préparer votre vie commune. Le visage de Jasmine devint blanc. C'est impossible. Shaun ne volerait pas, n'est-ce pas? Il a volé la femme d'un autre. Pourquoi pas l'argent d'un autre? Mario lui montra les relevés. Transfert pour un total de près de 2 millions de dollars, tous liés au compte de Wolf Construction. L'enquête fédérale sur la marée noire. Ils vont retrouver cet argent. Quand ils le trouveront, ils voudront savoir ce que vous saviez du vol de Shaun. Je ne savais rien. Pouvez-vous le prouver? Parce que vous êtes le bénéficiaire de ce compte. Votre nom figure sur les cartes de signature. D'après ces documents, vous avez aidé Shaun à voler de l'argent à l'entreprise de son père pour financer votre avenir ensemble. Les documents étaient davantage des faux soigneusement fabriqués par Mario, mais ils étaient suffisamment convaincants pour détruire ce qui restait de la vie de Jasmine. Vous me piégez, dit-elle. Je vous montre les conséquences de vos choix. Vous avez choisi Shaun plutôt que moi. Shaun a choisi le vol plutôt que l'honnêteté. Maintenant, vous allez tous les deux vivre avec les conséquences. Jasmine se leva, la colère remplaçant le désespoir. Vous détruisez des innocents. Innocents? Mario rit amèrement. Ton père m'a jeté ses clés de voiture à la figure et m'a traité de garçon. Tu as ri de son humiliation. Shaun a séduit la femme d'un autre et a posé ses mains sur elle lorsqu'elle a tenté de partir. Lequel de vous deux est innocent? Nous avons fait des erreurs. Vous avez fait des choix. Chaque décision était délibérée. Chaque trahison était calculée. Maintenant, tu veux être pardonné parce que les conséquences sont plus graves que tu ne l'imaginais. Mario s'approcha de la fenêtre et regarda les lumières de la ville. J'ai passé des mois à planifier ça, Jasmine. Des mois à apprendre des choses sur les affaires de ton père, sur la famille de Shaun, sur toutes les vulnérabilités que je pouvais exploiter. Sais-tu pourquoi? Parce que tu es un monstre. Parce que je t'aimais. Parce que je t'ai tout donné, ma confiance, mon cœur, mon avenir. Et tu as tout gâché pour un homme qui t'a promis des choses que je possédais déjà. Il se retourna pour la regarder. Le Mario que tu as épousé t'aurait pardonné. Tu le ferais. Tu t'es battu pour ton mariage, tu as suivi une thérapie, tu as essayé de reconstruire ce que tu as brisé. Mais ce Mario était une illusion. Je suis le vrai Mario, et je ne pardonne pas la trahison. Et la clémence? Et la seconde chance?
Et la loyauté? Et le respect de tes vœux? Tu ne m'as pas donné de seconde chance quand Shaun s'est montré intéressé. Tu as abandonné notre mariage dès que quelque chose de mieux s'est présenté. Jasmine se dirigea vers l'ascenseur, le cœur brisé à chaque pas. Arrivée à la porte, elle se retourna une dernière fois. J'espère qu'un jour tu comprendras que nous détruire ne réparera pas ce qui est brisé en toi, dit-elle. Et j'espère qu'un jour tu comprendras que certaines trahisons ne se pardonnent pas, répondit Mario. Les portes de l'ascenseur se refermèrent entre eux, scellant la fin de leur mariage et le début de la nouvelle réalité de Jasmine. Mario se tenait seul dans son appartement, entouré de la richesse et du pouvoir qu'il avait caché à la femme qu'il aimait. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert sa liaison, il s'autorisa à ressentir pleinement la réalité. Le poids de sa perte. Il avait gagné. Gérald, Shaun et Jasmine étaient tous confrontés à des conséquences dont ils ne se remettraient jamais. Mais la victoire sonnait creux quand la personne avec qui on voulait la partager était celle qui nous avait forcés à nous battre. Derrière les fenêtres, la ville s'étendait à perte de vue, baignée de lumière et de possibilités. Mais pour Mario Bert, la vue ne serait plus jamais la même. Il avait appris que l'amour sans confiance ne valait rien. Que la richesse sans personne avec qui la partager n'était que des chiffres sur un compte en banque. Il avait aussi appris que certaines leçons valaient n'importe quel prix. Même si ce prix était son propre bonheur, la partie était presque terminée. Il ne restait plus qu'une étape. Chapitre 6, le tournant. 3 jours après le passage à tabac de Shaun, les premières failles dans le plan parfait de Mario commencèrent à apparaître. Il était dans son bureau, examinant des rapports financiers, lorsque Wilson Klein fit irruption chez lui sans frapper. Un événement qui ne s'était jamais produit en 5 ans de collaboration. On a un problème, dit Wilson. Son calme habituel fut remplacé par une agitation visible. Définissez le problème, demanda Wilson. Une tablette sur le bureau de Mario. L'écran diffusait un journal télévisé local avec une femme que Mario ne reconnaissait pas. Une journaliste blonde se tenait devant l'entrepôt abandonné où Shaun avait été agressé. Il s'agit de Cheryl Frell, de Channel 12 News. La journaliste disait, « Je me trouve devant l'entrepôt où Shaun Vargas a été sauvagement battu il y a 3 jours, mais de nouvelles preuves suggèrent qu'il ne s'agissait pas d'une attaque aléatoire de requins solitaires. Nous sommes maintenant rejoints par le détective privé Wiggins, qui enquête sur l'affaire de manière indépendante. » Le sang de Mario se glaça. Wiggins était bon. Trop bon. S'il était impliqué, quelqu'un l'avait engagé spécialement pour découvrir la vérité. Monsieur Wiggins, poursuivit la journaliste, que pouvez-vous nous dire sur votre enquête? Wiggins était un homme mince, au regard perçant et au visage buriné, marqué par des décennies passées à découvrir les secrets des autres. Mademoiselle Frell, nous avons découvert que les prétendues dettes de jeu de Shaun Vargas pourraient avoir été inventées. Les hommes qui l'auraient agressé, Jack Nichols, Abel Morse et Carl Richardson ont tous deux travaillé pour le même employeur au cours des 6 derniers mois. Pouvez-vous nous dire qui est cet employeur? Une société de sécurité privée appelée Fortress Solutions. Et Fortress Solutions n'a qu'un seul client, une société écran appelée Meridian Holdings. Mario serra les dents. Meridian Holdings était l'une de ces sociétés, mais elle aurait dû être impossible à retracer. La structure de propriété était enfouie sous une protection juridique qui lui avait coûté des millions à établir. Monsieur Wiggins, insista le journaliste. Insinuez-vous que quelqu'un a engagé ces hommes pour attaquer Shaun Vargas? Je suggère qu'il ne s'agissait pas de dette de jeu. Il s'agissait de vengeance. Wilson mit la vidéo sur pause. Ça empire. Il passa à un autre reportage. Cette fois, on voyait Gerald McCarthy devant un tribunal fédéral. Malgré sa ruine financière, Gerald imposait toujours sa présence lorsqu'il parlait aux caméras. Je tiens à être très clair sur un point. Gerald disait, ma famille est la cible de quelqu'un qui a des ressources importantes et une vendetta personnelle. La marée noire qui a détruit mon entreprise, les révocations de permis qui ont mis fin à mes projets de construction, les accusations criminelles contre mon associé. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Insinuez-vous une conspiration, Monsieur McCarthy, demanda le journaliste. Je suggère que lorsque la vie d'un homme s'effondre en 72 heures, il faut chercher des schémas récurrents. Et ce schéma, ici, pointe vers une seule personne. Mon gendre, Mario Bert. Mario se renversa dans son fauteuil. Comment me relie la Fortress Solutions? Wiggins est minutieux, répondit Wilson.
Il a retracé les paiements via 3 banques différentes et 2 comptes offshore. Il lui a fallu 60 heures, mais il a trouvé le lien. Et Gérald n'est pas stupide. Il a reconstitué la chronologie et a réalisé que les preuves de la marée noire étaient apparues juste après que vous ayez révélé votre véritable identité. Il a engagé ses propres enquêteurs. Mario se leva et se dirigea vers sa fenêtre. En contrebas, la ville bourdonnait de son activité habituelle, mais il avait l'impression de l'observer depuis une cage de verre qui se refermait lentement sur lui. « Quel est notre risque ?» demanda-t-il. « Criminel ? Probablement minime. Tout ce que nous avons fait était techniquement légal. Juste moralement discutable. Civil ? C'est une autre histoire. S'ils peuvent prouver que vous avez orchestré la fausse marée noire, Gérald pourrait intenter une action en dommages et intérêts. Combien ? Tout. Toute votre fortune. Le téléphone de Mario vibra, un appel entrant. L'écran affichait un numéro qu'il ne reconnaissait pas, mais quelque chose lui disait de répondre. Monsieur Baer, la voix était féminine, professionnelle, inconnue. Qui est-ce ? Guadeloupe, c'est ça ? Journaliste d'investigation pour le Tribune. Je travaille sur un article sur les récents événements impliquant les familles McCarthy et Wolf. J'espérais que vous pourriez commenter. Je n'ai pas vraiment de commentaires, car j'ai des informations très intéressantes sur Fortress Illusion, Meridia Holdings et une série de transactions financières qui semblent ciblées. Mario resserra son emprise sur le téléphone. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je pense que oui. Je pense aussi que vous pourriez me rencontrer avant que je publie cet article. Cela pourrait être très dommageable pour de nombreuses personnes innocentes, comme vos employés. Par exemple, Fortress Solutions emploie 37 personnes, la plupart d'anciens militaires avec des familles à charge. Lorsque cette affaire éclatera, ils seront tous au chômage et inemployables. La menace était subtile mais claire. Mario pourrait détruire Gérald, Shaun et Jasmine, mais les dommages collatéraux toucheraient des dizaines d'innocents. Où voulez-vous nous rencontrer ? demanda Mario. Café Luna, centre-ville, à 1 heure. La ligne continua. Mario se tourna vers Wilson. Donnez-moi tout ce que nous avons sur Guadeloupe. D'accord. Antécédents professionnels, dossiers financiers, membres de la famille, tout. J'y travaille déjà, répondit Wilson en tapant rapidement sur son ordinateur portable. Ancien journaliste d'investigation pour le Washington Post. Je veux un Pulitzer pour avoir dénoncé la corruption du gouvernement. J'ai rejoint les médias locaux il y a 3 ans après le meurtre de son rédacteur en chef alors qu'il enquêtait sur les liens du crime organisé avec les autorités municipales. Meurtre. Carbone. Un travail très professionnel. Wright s'en voulait de l'avoir impliqué. J'ai accepté un emploi ici pour échapper à la pression. Mario hocha la tête. Elle ne se laisse pas intimider et excelle dans son domaine. Si elle enquête sur nous, elle a déjà trouvé plus que ce que nous souhaitions. 40 minutes plus tard, Mario était assis en face de Guadeloupe, dans un coin du café Luna. Elle était plus jeune qu'il ne l'aurait cru, probablement la trentaine, avec des yeux noirs et intelligents, et une concentration intense, fruit d'années passées à déterrer des vérités enfouies. Merci de m'avoir reçu, dit-elle en ouvrant un épais dossier. Laissons tomber les politesses. Que voulez-vous ? Je veux comprendre pourquoi un homme d'affaires prospère se donne autant de mal pour détruire 3 personnes. Je n'ai aucune idée de ce que vous voulez dire. Guadeloupe sourit et sortit une photo. On y voyait Mario entrer dans l'entrepôt abandonné 2 heures avant que Shaun ne soit retrouvé battu. Caméra de sécurité de l'immeuble d'en face, expliqua-t-elle. Incroyable ce que la technologie peut capturer de nos jours. Mario étudia la photo. Cela prouve que j'étais dans le coin. Cela ne prouve pas que j'ai été impliqué dans une quelconque agression. Non, mais celle-ci, oui. Elle lui montra une autre photo. Jack Nichols quittant le même entrepôt 30 minutes après l'entrée de Mario. Toujours circonstanciel. Certes, mais lorsqu'on la combine avec les relevés financiers attestant des paiements de Meridian Holdings à Fortress Solutions et les témoignages de 3 témoins qui vous ont vu rencontrer Jack Nichols la semaine dernière, le tableau devient plus clair. Mario se pencha en avant. Quels témoins ? Des employés de votre restaurant. On dirait que vous avez oublié les caméras de sécurité de votre propre établissement. L'erreur était élémentaire, et Mario se maudit de ne pas y avoir pensé. Il était tellement concentré sur la surveillance de ses cibles qu'il en avait oublié de se protéger.
Que voulez-vous, demanda-t-il. Je veux l'histoire. Pourquoi avez-vous fait ça? Qu'est-ce qui a poussé un homme prospère à commettre des actes de vengeance élaborés contre sa propre famille? Ce n'est pas une histoire que vous comprendriez. Essayez-moi. Mario regarda autour de lui les gens normaux vivant une vie normale et réalisa à quel point il s'était éloigné de l'homme qu'il était. Ma femme m'a trompé, dit-il simplement. Les hommes sont trompés tous les jours. Ils ne répondent généralement pas en détruisant des entreprises entières et en faisant battre des gens. Ils le font quand ils ont passé toute leur vie à apprendre que montrer de la faiblesse vous fait détruire. Mario s'est retrouvé à parler, les mots débordant comme de l'eau à travers un barrage cassé. Il lui a parlé du système d'accueil, de l'apprentissage de la cachette de ses émotions en tant que mécanisme de survie. Il lui a parlé de la construction de sa fortune par pure détermination, de rencontrer Jasmine et de penser qu'il avait finalement trouvé quelqu'un qui pouvait l'aimer pour qui il était sous l'argent. Donc, vous avez caché votre richesse pour tester son amour. Guadalupe a déclaré, je voulais savoir si elle pouvait voir au-delà de la surface. Et quand elle a échoué le test, vous avez décidé de punir toutes les personnes impliquées. J'ai décidé de leur montrer des conséquences. Gérald m'a humilié parce qu'il pensait que j'étais pauvre. Sean a séduit ma femme parce qu'il pensait que j'étais faible. Jasmine m'a trahi parce qu'elle pensait que je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle voulait. Tous ont fait la même erreur. Ils m'ont jugé en fonction de ce qu'ils ont vu, pas de qui j'étais. Guadalupe était silencieuse pendant un long moment, prenant des notes dans le cahier de son journaliste. Vous réalisez ce que vous devenez, n'est-ce pas, a-t-elle demandé enfin. Éclairez-moi. Ce que vous les accusez même. Honesty. Everything that happened after that was just consequence. The word hit Mario like physical blow. You don't understand. I understand perfectly. I've seen this story before. Powerful man feel betrayed, uses resource to destroy the people who hurt him, justified by calling it justice. The only difference is the scale of your revenge. What is your point? My point is that you're about to lose everything you've worked for and for what? To prove that you're more powerful than people who already know they're weaker than you. Guadalupe a sorti un autre dossier. Encore plus épais que le premier. Gerald McCarthy a déposé une plainte civile contre vous pour 200 millions de dollars. L'épouse de Sean Vargas a déposé des accusations criminelles pour complot en vue de commettre des voies de fait. Le FBI enquête sur les fausses preuves environnementales que vous avez utilisées pour détruire la construction du loup. Vous ne pouvez rien prouver. Je n'ai pas à le faire. Les enquêteurs que vous ne connaissiez pas l'ont déjà prouvé. Wiggins a alimenté des informations aux agents fédéraux depuis 3 jours. Ils ont des enregistrements, des photographies, des dossiers financiers et des témoignages. Mario sentit les murs se fermer autour de lui. Que voulez-vous? Je veux que vous terminez cela. Annulez vos chiens. Admettez ce que vous avez fait et faites face aux conséquences comme l'homme que vous prétendez être. Et si je ne le fais pas, vous ferez face aux conséquences de toute façon, mais vous aurez détruit encore plus d'innocents dans le processus. Mario se leva pour partir, mais les mots suivants de Guadalupe l'ont arrêté froid. Votre femme a essayé de se suicider hier soir. Le café semblait tourner autour de Mario alors qu'il s'enfonçait sur son siège. Elle est vivante. Guadalupe a continué rapidement. Sa mère l'a trouvée à temps, mais elle a laissé une note s'excusant d'avoir ruiné votre vie. S'excusant de ne pas être digne de l'homme que vous étiez vraiment. Vous mentez. Yes, she did. And now she's so consumed with guilt and self-hatred that she tried to end her own life. Is that the kind of justice you were looking for? I never wanted her to. Mario's voice trailed off to what? To suffer? To feel pain? To understand what it's like to lose everything you care about? Because that is exactly what she's experiencing. Mario buried his face innocent. I just wanted them to understand what they had done to me. They understand. Gérald a perdu son entreprise et sa réputation. Marchez à nouveau normalement. Jasmine est dans un hôpital psychiatrique souhaitant qu'elle soit morte. De quelle compréhension avez-vous besoin? Je ne sais pas comment l'arrêter. Oui, vous le faites. Vous avez commencé avec un plan. Vous pouvez y mettre fin avec un plan. La question est de savoir si vous êtes assez courageux pour admettre que vous vous trompez. Mario leva les yeux vers Guadalupe, non?
cet étranger qui était devenu son confesseur en quelque sorte. Que se passe-t-il si je me manifeste? Que se passe-t-il si j'admets tout? Vous faites face à des accusations criminelles. Vous perdez la majeure partie de votre argent. Vous allez probablement en prison, mais vous arrêtez également le cycle de destruction avant de réclamer d'autres victimes, y compris moi-même, surtout vous-même. L'homme à qui je parle en ce moment n'est pas le même homme qui a construit une fortune de rien. Cet homme était motivé par l'espoir et la détermination. Vous êtes motivé par la haine et la vengeance. Lequel voulez-vous être? Mario ferma les yeux et vit Jasmine alors qu'elle avait été le jour de leur mariage. Radiant, plein d'espoir, plein d'amour pour l'homme qu'elle pensait épouser. Elle avait eu tort sur qui il était, mais peut-être même mauvais sur qui elle était. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-il déclaré. Vous n'avez pas le temps. Les agents fédéraux prévoient de vous arrêter demain matin. Votre seul choix est de savoir si vous vous rendez volontairement ou attendez qu'ils viennent vous chercher. Mario s'est levé et s'est dirigé vers la sortie. À la porte, il se tourna vers Guadalupe. Pourquoi vous souciez-vous de ce qui m'arrive? Parce que j'ai vu ce que la vengeance fait pour les gens. Cela détruit la personne qui le cherche encore plus que cela ne peut pas pardonner. Mais peut-être que la personne qui a besoin de pardon est le plus. Étude du Penthouse à 3 heures du matin, entouré de moniteurs affichant des aliments de sécurité à travers le ville. Les agents fédéraux se positionnaient déjà dans le bâtiment. Il pouvait les voir dans le parking, dans le hall, au coin de la rue. Il pensait qu'ils étaient subtils. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Wilson. Les frais déposés en 6 heures. Dernière chance de disparaître. Mario a regardé le message pendant un long moment, puis l'a supprimé. La course n'était pas une option. Il avait construit toute sa vie sur le principe selon lequel les actions ont eu des conséquences, et maintenant il était temps de faire face à la sienne. Mais d'abord, il a eu un dernier mouvement à faire. Il a ouvert son ordinateur portable sécurisé et a commencé à taper des commandes qui activeraient la dernière phase de son plan, une phase qu'il espérait ne jamais utiliser, mais avait néanmoins préparée. S'il descendait, il ne descendait pas seul. Le premier commandement a transféré 50 millions de dollars des actifs gelés de Gerald McCarthy au compte dont ils avaient été prélevés. L'enquête fédérale avait saisi l'argent de Gerald sur la base des preuves fabriquées de Mario, mais la saisie avait été légale. Maintenant, Mario retournait ce qui avait été volé par des canaux juridiques légitimes. La deuxième commande libérait un dossier complet pour chaque médiation majeure du pays. Les fichiers contenaient des preuves détaillées d'une corruption réelle au sein de l'entreprise de construction de l'eau. Pas les crimes environnementaux fabriqués que Mario avait créés, mais de véritables violations de la sécurité que Brian Wolf avait couvertes pendant des années. Mario n'avait pas besoin de créer des preuves contre la construction de l'eau. La vraie preuve avait été là depuis le début, cachée dans les plaintes des employés et les rapports de sécurité qui avaient été enterrés par des avocats de l'entreprise. Mario avait simplement choisi d'utiliser de fausses preuves parce que c'était plus rapide et plus dramatique. Maintenant, la vraie preuve ferait surface, garantissant que Brian Wolf a fait face à de véritables conséquences pour les crimes légitimes. Le troisième commandement était plus personnel. Il a activé un fonds en fiducie qui prévoit des frais médicaux de Shawn Vargas et des frais de réadaptation. L'argent est venu avec des conditions. Shawn devrait terminer la thérapie pour sa dépendance au jeu et son comportement abusif, et il ne pourrait plus jamais contacter Jasmine. Mais cela garantirait qu'il se soit remis physiquement des coups que Mario avait orchestrés. La quatrième commandement est la plus importante à lancer un transfert financier complet. Chaque société écran, chaque actif caché, chaque centime de la fortune de Mario serait consolidé en un seul fonds en fiducie avec Jasmine comme seule bénéficiaire. Le transfert était irrévocable et prendrait effet au moment où Mario a été arrêté. Il ne faisait pas cela par amour ou pardon. Il le faisait parce que Guadalupe avait raison sur une chose. La tentative de suicide de Jasmine a été plus conséquente qu'il avait l'intention de créer. L'ordinateur de Mario a sonné, le transfert final terminé. Dans 6 heures, lorsque les agents fédéraux sont arrivés, ils trouveraient un homme Nevalan.